En 1995, j'ai publié un article, un chapitre, dans un livre sur les cuisines d'Orient et d'ailleurs. Et le sujet de l'article, c'était la cuisine Igbo. Et je vous lis cet article pour que vous puissiez en bénéficier. Situé en Afrique de l'Ouest, au sud-est de la Fédération du Nigeria, le pays Igbo, qui couvre les États d'Enugu, Anambra, Abia, Imo, Delta et une partie de l'État des Rivières, compte une population de plus de 12 millions d'habitants. Ça, c'était en 1995. D'esprit ouvert, prompt à s'expatrier, les Igbo, pour la plupart commerçants, intellectuels ou fonctionnaires, se trouvent aujourd'hui non seulement chez eux, mais aux quatre coins du monde. Ayant essaimé jusqu'en Asie du Sud-Est, ils forment une importante colonie aux États-Unis et sont également nombreux au Canada et dans presque tous les pays de l'Union européenne. Grands voyageurs, ils emportent souvent dans leur bagage un peu de leur nourriture, à laquelle ils tiennent beaucoup. Il est vrai qu'aujourd'hui, des filières de vente de produits alimentaires Igbo et autres du Nigeria sont vraiment très bien organisées et on les trouve dans plusieurs quartiers de Paris, de Bruxelles et d'ailleurs. Le pays Igbo est le pays de l'igname, tubercule ancestral dont la culture est traditionnellement réservée aux hommes et qui a longtemps été pilé ou en ragoût à la base de la nourriture. L'igname est aujourd'hui en grande partie remplacé dans les repas quotidiens par le manioc, importé au tout début du XXe siècle. Considéré à son arrivée dans le pays comme une nourriture de qualité inférieure, et après avoir suscité au début bien des réticences du fait de sa toxicité potentielle, le manioc est aujourd'hui cultivé partout. Récolté, pelé, lavé, laissé à fermenter un jour ou deux, les tubercules sont ensuite transformés en farine qui, une fois longuement grillée au feu de bois, devient immédiatement utilisable sous le nom de gari. Un parent arrive-t-il à l'improviste, ce qui est fréquent, on jette la quantité voulue de gari dans l'eau bouillante, on tourne, on malaxe et voilà, une boule prête, collante à souhait. Le gari ne se mange pas sans un plat de sauce aux légumes, riche en éléments nutritifs. C'est à la sauce que l'on reconnaît la localité ou la région. Ainsi, Nnewi, dans l'état d'Anambra, est célèbre pour sa sauce aux herbes amères, onugbu, patiemment lavée puis bouillie, avec de l'huile de palme et un peu de poisson séché. Les États d'Imo et d'Abia sont, eux, renommés pour la grande variété de leurs sauces aux légumes. Certaines sauces sont liées à des moments particuliers. La sauce au piment, par exemple, au fensala, de la jeune accouchée, par exemple. On trouve sur les marchés des huiles de palme et d'arachide préparées localement et ayant gardé toute leur saveur. Mais l'huile de palme est la plus utilisée, le palmier poussant partout, et chaque famille en possédant plusieurs. Elle sert de base à toutes les sauces, à tous les plats, et on mesure la richesse d'un plat à la quantité d'huile qui surnage. Maintenant, pour des raisons d'hygiène et de santé, on tente quelquefois de limiter la quantité d'huile de palme. Cette huile est aussi consommée crue. On y trempe l'angara, sorte de cresson, que les morceaux d'igname préalablement bouillis ou rôtis sous la cendre. On trouve aujourd'hui l'huile de palme blanchie, purifiée et désodorisée en bidon dans les supermarchés, et certains la préfèrent sous cette forme, surtout dans les centres urbains. L'habitude villageoise de prendre les repas chacun de son côté, le père dans sa case sur ses genoux, la mère partageant avec les enfants, dehors ou dans la véranda, l'unique plat de sauce ou la boule de manioc ou d'igname pilé dans un plat à même le sol, a été transformée depuis l'arrivée des missionnaires. Au collège d'abord, première étape de l'acculturation, où les internes sont nombreux, on mange au réfectoire, à table, avec une fourchette et un couteau parfois. En ville, point d'aboutissement de l'exode rural qui se poursuit, la plupart vivent en appartement. La cuisinière à gaz et le réchaud à kérosène y ont remplacé le feu de bois. On mange à table, sans serviette il est vrai, souvent encore avec les doigts, ensemble ou l'un après l'autre et sans cérémonie, selon les horaires de travail. La cuisine, en ville comme au village, est réservée à la préparation des repas.
C'est donc à la salle de séjour que l'on mange. Le visiteur, en signe de respect, est toujours servi à part. On sort pour lui la plus jolie vaisselle, et l'honneur que l'on veut lui faire se mesure à la quantité de viande présentée. On trouve en ville quelques restaurants d'importance, fréquentés le plus souvent par de riches commerçants, de hauts fonctionnaires, étrangers et gens de passage, qui servent à l'européenne et au choix, plats locaux ou continentaux. Mais c'est surtout le long des rues, abrité sous une structure précaire de tôle ondulée, agrémentée de minuscules fenêtres aux rideaux de dentelle blanche, que mangent les citadins pressés à l'heure de la pause. Les bureaux observent en effet la journée continue de 7h30 à 15h30, une demi-heure étant réservée généralement à une rapide restauration. Ces petits restaurants sont toujours tenus par des femmes. On les appelle quelquefois mamaput. Le dimanche et les jours de fête, on mange le plus souvent du riz, cuit dans la sauce tomate, jollof ou à part, avec de la viande de chèvre, de bœuf ou de poulet, coupée en morceaux. Le repas traditionnel se compose toujours d'un plat unique, où dominent les céréales, les légumineuses et les tubercules. La viande, chèvre, bœuf ou poulet, très rarement le porc, peu prisé, ou le poisson de mer fumé ou congelé, y sont rares, car hors de prix est réservé à la vente ou aux jours de fête. La volaille, la plupart du temps à demi sauvage, est plus surveillée qu'élevée. Elle se perche dans les arbres, et on laisse les poules couver leurs œufs où bon leur semble. La coutume d'un repas de dinde durant les fêtes de fin d'année a été introduite dans les villes il y a quelque temps. En dehors du lait pour nourrissons, les laitages ne figurent pas non plus au menu journalier. Dans cette zone infectée par la mouche tsetse, seule une race de taureaux nains a pu se reproduire, et elle est uniquement élevée pour sa viande pour les grandes cérémonies de chefferie où l'on tue des vaches, obuefi. Au village, presque tous ont des chèvres, quelquefois des moutons, élevés eux aussi en vue de la boucherie. Les Ibo vivant au nord du Nigeria consomment cependant là-bas le lait caillé, madala et nunu, et le beurre vendu par les nomades Peuls. La seule boisson accompagnant d'ordinaire le repas est l'eau fraîche. Le vin de palme, la bière en bouteille et les sodas sont offerts avant le repas ou en dehors. Les sucreries sont généralement peu appréciées et laissées aux enfants. Au village et même dans les villes, c'est une miche de pain que le visiteur apporte en cadeau. Les plats sont toujours épicés et pimentés. On trouve au marché le piment rouge et dans la région de Nsukka un piment jaune, mais aussi le piment noir de Guinée, Oda, le poivre de Kissi, Ozza, la noix de muscade, Efuro, et plusieurs autres épices, des herbes odorantes aussi, comme la chimo, qui ressemble au thym. En famille ou avec des invités, on mange sans façon, assis ici ou là, tout en parlant, dans une grande liberté. La porte est toujours ouverte. Il n'y a pas de bonne manière. Et le repas fini, les enfants balayeront tout naturellement, sans s'offusquer des grains de riz ou de la sauce sur le sol. L'essentiel, n'est-il pas de se sentir heureux ensemble ?